Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous présenter un personnage central de l'ésotérisme français, plus particulièrement parisien. Alors, je vais faire cette vidéo parce que vous m'y avez encouragé. Apparemment, vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier ma petite vidéo sur Saint-Yves d'Alverde que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Donc c'est une très bonne chose. Et là, puisque je souhaite vous transmettre pas mal de choses, eh bien je ne peux pas faire autrement que d'éluder Papus, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très central, et vous verrez à plus d'un titre. Alors, je dois vous avouer que j'ai hésité avant de vous livrer cette vidéo, car vous allez le comprendre, parler de Papus va m'obliger à aborder une multitude de sujets qui, à eux seuls, pourraient faire l'objet de vidéos individuelles, tant ils sont importants et prenants. Peut-être d'ailleurs aurai-je l'occasion, si ça vous intéresse, de les développer ultérieurement. Même si ça n'est pas facile, c'est un exercice difficile. Alors c'est pourquoi je demande aux puristes ou aux spécialistes de Papus qui peut-être écouteront cette vidéo, de pardonner les inévitables raccourcis, les synthèses que j'ai dû opérer pour pouvoir vous présenter cette vidéo quand même assez dense dans le format habituel. De même, le découpage, le plan que j'ai choisi vous paraîtra arbitraire, peut-être un peu trop partisan parfois, tant Papus reste pour moi, je vous le dis, une référence et je ne suis pas le seul. Papus, de son vrai nom Gérard Anaclet Vincent Ancos, est né le 13 juillet 1865 à La Corogne, en Espagne, et mort le 25 octobre 1916 à Paris. Papus est incontestablement l'une des figures non seulement les plus pittoresques de la Belle Époque, mais aussi et surtout la figure centrale du milieu ésotérique français, et nous le verrons international. Beaucoup ont oublié de rappeler que son titre de docteur n'était absolument pas honorifique puisqu'il était bel et bien médecin, même si la notoriété grandissante en ésotérisme amena Papus à réduire, et c'est normal, son nombre de patients. Voici un petit résumé du pédigré de Papus, listant ses différentes appartenances parce que c'est surtout pour cela qu'il est connu. Tout au long de sa vie, il sera reçu dans de nombreuses organisations initiatiques qui pullulèrent dans cette époque-là, qu'on a appelée la Belle Époque, de 1875 environ à, pour faire large, 1917. Alors, Papus a appartenu à la Société théosophique de Madame Blavatsky en 1887. Il a appartenu à l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, fondé conjointement par le Sahar Péladan et Stanislas de Guaita. En 1892, il fut reçu évêque dans l'église gnostique de Jules Douanel. En 1895, il entra également à la Golden Dawn, ou l'Aube dorée. En 1901, il entra en franc-maçonnerie, et développa un rite particulier qu'on appelle le rite de Swedenborg, dont il deviendra par ailleurs le grand maître en 1908. C'est du reste aussi, au cours de l'année 1908, qu'il fréquentera également le sulfureux Ordo Templi Orientis, dont certains d'entre vous ont entendu parler, et il se brouilla plusieurs fois avec des loges maçonniques régulières qui lui reprochèrent ses qualités d'électron libre et surtout sa propension naturelle à interpréter les rituels maçonniques à sa sauce. Et donc, il y avait de graves tensions, vraiment acerbes, entre le corpus maçonnique qu'il avait fréquenté et Papus. Et vous allez voir pourquoi un peu plus loin, parce que je reviendrai sur ce point important lorsque nous évoquerons justement le courant martiniste dont Papus fut l'instigateur et qui consomma, si l'on peut dire, le divorce entre lui et la franc-maçonnerie régulière. Pour finir, à la mort de Stanislas de Guaita, dont je vous parlerai sans doute dans une autre vidéo, Papus devint le membre le plus influent de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Mais au-delà de ses participations à différents groupes, divers et variés, Papus déploya également beaucoup d'énergie pour informer le public, mais également pour transmettre ses connaissances.
Rappelons qu'il est l'auteur d'une somme considérable d'ouvrages synthétisant l'ésotérisme occidental. Ces ouvrages continuant de faire aujourd'hui autorité et qui lui valurent le surnom affectueux de Balzac de l'ésotérisme tant il était prolixe. En décembre 1889, Papus constitue un groupe organisant des recherches, dispensant des cours et des conférences sur différents sujets de l'ésotérisme occidental. Ce groupe, baptisé le groupe indépendant d'études ésotériques, devint progressivement ce qu'il convient d'appeler le cercle extérieur de l'ordre martiniste que Papus allait fonder quelques années plus tard. En 1897, ce groupe prendra alors le nom de Faculté libre des sciences hermétiques et dispense de nombreux cours tous les mois sur d'importants sujets, jugez-en vous-même, Kabbale, avec un K, alchimie et tarot divinatoire. Écoutez un peu le florilège des enseignants qui participèrent à ce groupe. En plus de Papus, bien sûr, Jolivet-Castelot, Sédir, Victor-Émile Michelet, Fernand Rosier et Augustin Chabozeau, qui jouera du reste un rôle fondamental dans la création de l'ordre martiniste un peu plus tard, avec Papus en 1891. Point important à souligner, Jolivet-Castelot était responsable des cours d'alchimie et lui-même fonda à son tour la Société alchimique de France qui, comme certains le savent déjà, défraya plusieurs fois la chronique et notamment avec un certain personnage qui s'appelait Hippolyte d'Usson, de son vrai nom Alphonse Jobert, à moins que ce soit l'inverse, on ne sait pas trop, et dont je vous parlerai très certainement un jour, si vous avez lu mon petit opus sur tarot et alchimie, j'en glisse quelques mots, je vous en parlerai un peu plus tard à une autre occasion. Pour la petite histoire, il est bon aussi de rappeler que ce groupe fut rejoint plus tard par Péladan, Paul Adam, Villiers de l'Isle-Adam, et ils fondèrent ensemble la fameuse revue L'Initiation, qui comporte d'ailleurs des pépites, et si vous avez accès à ces textes, je ne saurais trop vous recommander de les lire. Du reste, en 1888, Papus reprit sous son égide cette revue et la transforma pour en faire la revue officielle de l'ordre martiniste, qu'il créa, comme je l'ai dit, en 1891 avec Augustin Chabozeau. Par souci de complétude, il me faut aussi évoquer les Compagnons de la Hiérophanie, un groupe de brillants esprits réunis sous la hullette de Victor-Émile Michelet, qui rassemblèrent aussi d'autres grands esprits. Saint-Yves d'Alvèdre, que vous connaissez, Eliphas Lévy, l'alchimiste Albert Poisson, Stanislas de Guaita, Paul Sédir, Faneg, Marc Aven. C'est du reste Marc Aven, de son vrai nom Emmanuel Lalande, zélateur du Nectoméron, ouvrage d'Apollinus de Thiane, qui incita le docteur Ancos à adopter son pseudonyme Papus, hiéronyme du génie de la médecine, qui, rappelons-le, vivait à la même période que le Christ. Face à la vague matérialiste qui empoisonne les consciences et qui fait courir à l'Occident de graves dangers, cette sémillante et bouillonnante jeunesse des compagnons de la hiérophanie s'affirme, selon leur dire, et là je cite ce qu'ils disaient d'eux-mêmes, désireuse de réveiller les grands courants initiatiques des temps anciens afin de transformer le monde. Voilà ce qu'ils avaient comme objectif. C'est un peu plus noble qu'à notre époque, ne trouvez-vous pas ? Fermons la parenthèse. C'est également à cette époque que le duo Papus-Guaita va collaborer étroitement ensemble. Cette collaboration amicale et franche déboucha sur la création de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, fondé par Guaita, dont Papus fut un membre éminent et un zélateur tout à fait sérieux. Mais peu de temps après, de sérieuses divergences doctrinales et ritueliques séparèrent les deux hommes. Chacun prêchant pour sa chapelle, la concurrence fit le reste. Guaita, voyant dans l'ordre martiniste de Papus une sorte de création déloyale, menaçant son propre ordre kabbalistique, il se sentit spolié. Cependant, et malgré leur guerre de chapelle, les deux hommes continuèrent de s'influencer et de se respecter mutuellement. Leurs travaux respectifs, que je ne saurais trop vous recommander de lire, continuent d'ailleurs de faire bien des émules. Et c'est même très très important. Je développerai ce point dans une autre vidéo, parce qu'il y a une espèce de correspondance entre l'ordre martiniste de Papus et l'ordre de la Rose-Croix qui vient chapeauter les degrés du martinisme. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Avant de vous parler justement en détail de l'ordre martiniste que fonda Papus, il me semble aussi fondamental de ne surtout pas oublier de mentionner le nom du maître spirituel de Papus, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ils n'ont pas fait le lien. Son maître spirituel
s'appelait Nisier Anselme Philippe, plus connu sous le nom de Maître Philippe de Lyon. Alors pour vous en dire quelques mots rapides, parce que ça mériterait là aussi une vidéo à part, Maître Philippe de Lyon est un puissant thaumaturge et un guérisseur qui a accompli publiquement d'ailleurs plusieurs guérisons spectaculaires. Et quand je dis guérison, il n'y a pas que ça. Il a aussi à son actif de nombreux miracles véritablement et 2 résurrections. Vous excuserez du peu. Maître Philippe de Lyon avait un ami, il disait c'est mon ami, et cet ami c'était Jésus-Christ lui-même. C'est vous dire la puissance du personnage. Et alors, il y a aussi quelque chose de très important à noter, c'est que Maître Philippe de Lyon a vraiment donné sa bénédiction à Papus pour la création de son ordre martiniste. Donc ça, beaucoup d'historiens, des fois, passent ça sous silence, pas moi, enfin je ne suis pas historien, c'est vrai, mais un homme de cette importance ne peut pas donner son blanc-seing à une association qui serait bancale, ou qui n'aurait aucune sève initiatique, ou aucun pollen propice à élever les consciences. Donc il faut bien se rappeler de cela. Et puis il y avait aussi le petit bijou alchimique que portait Maître Philippe de Lyon et que portait Papus. Parce qu'ils avaient un petit laboratoire d'alchimie. Très peu de gens savent ça. Je pense que Jean Chapas en fait une mention rapide, mais il faut se tourner vers d'autres auteurs et des éditeurs un peu plus pointus pour avoir cette information. Peut-être que j'aurai l'occasion également de vous en parler si ça vous intéresse. Bref, la rencontre des 2 hommes eut lieu en 1894 et ce fut un tournant pour Papus. Papus considérait Maître Philippe de Lyon comme, je cite, « l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré ». Et compte tenu du nombre de personnes que rencontrait Papus, il savait de quoi il parlait. Maître Philippe initia Papus à la théurgie et à ses techniques de guérison spirituelle. Ils organisèrent d'ailleurs plusieurs séances de théurgie publiques en commun, qui sont extrêmement documentées. Et ça, je vous renvoie vers cette lecture, vous allez apprendre plein de choses. L'approche de Maître Philippe de Lyon est basée sur l'humilité, la charité, et puis un cœur extraordinaire. Ça impressionna tellement Papus qu'il intégra de nombreux éléments dans les différents grades de son ordre martiniste. C'est-à-dire que l'influence, voyez, de Maître Philippe s'est retrouvée même dans la rituelie, même dans les textes fondateurs du martinisme. Enfin, fondateur à la Papus, je vais développer après. Il est important de noter que Maître Philippe de Lyon appréciait profondément Papus et voyait dans son travail une œuvre importante pour la conscience collective. L'ordre martiniste créé par Papus fut, si l'on peut dire, vu le jour avec la bénédiction de Maître Philippe. En 1901, c'est d'ailleurs Maître Philippe qui présenta au tsar Nicolas II et à la tsarine Papus. Ce fut du reste le début de 6 visites que rendit Papus au couple impérial, et ce jusqu'en 1906. Maître Philippe de Lyon ne resta pas non plus en reste, puisqu'il effectua de longs séjours à la cour, dans le but de soulager le jeune tsarevitch Nicolas, qui était atteint d'hémophilie, comme vous savez. Les visites de Papus étaient, pour leur part, plus ésotériques. Il organisa plusieurs séances de spiritisme, au cours desquelles il invoquait l'esprit du défunt Alexandre III, père de Nicolas II, pour avoir des informations. L'amitié entre Papus et la cour de Russie était flagrante et partagée. Papus aidant la tsarine Alexandra Féodorovna, pourtant pieuse et passionnée, à avoir des réponses un peu plus transcendantes pour lui permettre d'avoir une foi peut-être un petit peu plus orientée. Elle avait beaucoup d'interrogations métaphysiques auxquelles répondait Papus. L'influence à la cour de Papus grandit encore davantage et le tsar lui-même en fit son consultant occulte. Papus devint le confident de nombreux secrets d'État. Les 2 hommes entretinrent une relation épistolaire régulière. Cette proximité permit également à Papus d'introduire à la cour de Russie les concepts martinistes qui trouvèrent un terreau fertile. Ça aussi c'est très important parce qu'il a apporté également en Russie les graines de son ordre martiniste, ce qui explique beaucoup de choses dans une histoire un peu plus contemporaine. Une anecdote mérite d'être rapportée ici. Papus, doué de voyance, avait vu l'arrivée prochaine du mal, incarné dans la personne de Raspoutine. Pourtant, la tsarine refusa de croire ce qu'il lui avait écrit dans une de ses lettres, que je vais vous citer. Au point de vue kabbalistique, Raspoutine est un vase, pareil à la boîte de Pandore.
un vase qui renferme tous les vices, tous les crimes, toutes les souillures du peuple russe. Que ce vase vienne à se briser et son effroyable contenu se répandra sur toute la Russie. Vous voyez à quel point c'est parlant. Pappus avait d'ailleurs prophétisé à Nicolas II que le règne des tsars s'éteindrait après sa mort, qui interviendra, je le rappelle, en octobre 1916. Lorsqu'il en sera informé, Nicolas II se leva, déclara « Pappus est mort, la révolution est proche ». Venons-en à présent à l'ordre martiniste, fondé par Pappus, je le répète, en 1891. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'en dit Pappus? Eh bien, voilà ce qu'il en dit lui-même. Le but de cet ordre est d'être une école de chevalerie morale, s'efforçant de développer la spiritualité de ses membres par l'étude du monde invisible et de ses lois, par l'exercice du dévouement et de l'assistance intellectuelle, et par la création dans chaque esprit d'une foi d'autant plus solide qu'elle est basée sur l'observation et la science. On ne peut pas faire plus clair. Intéressons-nous maintenant, très brièvement, à la doctrine et à la structure de son ordre martiniste. La doctrine de l'ordre martiniste découle principalement des enseignements de Louis-Claude de Saint-Martin, qui dans ses textes met l'accent sur la réintégration spirituelle de l'homme. Le prérequis de cette doctrine présuppose que chaque membre possède une solide connaissance ésotérique et soit naturellement intuitif, l'intuition étant dominante. C'est un ordre initiatique ouvert aux hommes et aux femmes. C'est le seul à avoir ouvert ses cénacles aux femmes. Peut-être Péladan, il faudrait que j'aille vérifier, mais de mémoire, c'est le seul. Donc c'était mixte. Et son ordre comporte plusieurs grades, associés, initiés et supérieurs inconnus. Les pratiques de l'ordre consistent en l'accomplissement de rituels collectifs, de prières et de méditation sur les textes fondateurs du courant martiniste. Alors il me faut ici faire un petit retour en arrière pour préciser les choses. Je vous ai dit précédemment que Pappus s'était attiré les foudres de la franc-maçonnerie, mais je n'avais pas pu développer véritablement les raisons fondamentales. Eh bien les voici. Et pour comprendre cette raison, il va me falloir évoquer une partie de l'histoire de l'ordre maçonnique et vous rappeler une partie qu'on appelle, un grade qu'on appelle les grands élus Cohen. Et remonter au XVIIIe siècle. Vers 1760, Martinez de Pasquali fonda un système de haute maçonnerie où le grade grand élu Cohen constituait le plus élevé. Le mot Cohen en hébreu signifiant prêtre, pour la simple raison que ces degrés maçonniques supérieurs étaient conférés par ordination et non par initiation. Au grade Cohen, les membres travaillent à la réintégration de l'homme dans son essence primordiale, mêlant théurgie, kabbale et gnose chrétienne. Après la mort de Martinez de Pasquali, son disciple, Jean-Baptiste Villermo, transforma le rituel Cohen et en intégra certains aspects dans le rite écossais rectifié qui constituait l'une des branches du corpus maçonnique traditionnel. Cette fusion permit la survie des idées de Pasquali. C'est alors que Louis-Claude de Saint-Martin, un autre disciple de Pasquali, s'éloigna de l'enseignement traditionnel des élus Cohen et développa sa propre mystique. Ses écrits s'éloignèrent de la théurgie pour se focaliser davantage sur la réintégration des âmes et le caractère moral qui en découle. Ces écrits influencèrent un mouvement paramaçonnique, déjà à l'époque, qui s'appelait le martinisme. Donc le martinisme, initialement, ça vient d'un grade, les élus Cohen, et c'est resté dans le giron maçonnique rattaché au RER, rite écossais rectifié. Il faut le savoir. Mais quand Pappus a créé son ordre martiniste, évidemment, comprenez mieux pourquoi Pappus s'est vu violemment ostracisé par la franc-maçonnerie traditionnelle. Selon l'ordre maçonnique, Pappus était un voleur, un pilleur. Il pillait l'héritage maçonnique. Il fut taxé de plagiat et d'autres noms d'oiseaux que je vous laisse imaginer. Mais le pire dans tout ça et le plus ironique, c'est que de nombreux maçons réguliers, qui en voulaient pourtant à Pappus de sa spoliation prétendue, s'affilièrent également chez lui. Et cela pour une raison simple, c'est que les rituels de l'ordre martiniste, transformés, tricotés par Pappus lui-même, le rendaient d'un accès plus facile. La théurgie ayant été remplacée par des enseignements de maître Philippe de Lyon qui avait justement aidé Pappus à rendre plus accessible, plus facile d'accès. Et donc c'était plus attractif quelque part que le corpus maçonnique traditionnel, un petit peu plus vieillissant. Et puis, il y avait un paradoxe parce que
dans l'ordre maçonnique de l'époque en tout cas, pour être clair, c'était à bas la calotte, hein, d'accord? Donc ils avaient tendance à manger un petit peu du curé, ils n'aimaient pas trop ça, sauf ces grades-là, qui forcément, étant kabbalistique, étant gnostique, travaillaient sur le divin, donc c'était paradoxal. Donc Papus, lui, il a pris ça, puis il ne s'est pas embêté, il a dit, bon, moi je vais créer mon ordre martiniste, bon, évidemment, ça a laissé des petites traces dans l'histoire. Mais alors, que pensait justement de l'ordre martiniste de Papus? Est-ce que c'est une simple élucubration du Balzac de l'ésotérisme, rompu à l'exercice puisqu'il fréquentait d'autres cénacles? Eh bien, écoutons ce qu'en dit Gérard von Inchberg, qui est le spécialiste du martinisme, que je vais citer. Les cahiers de l'ordre martiniste ne peuvent plus être considérés aujourd'hui comme une pure invention de Papus. Ils contiennent vraiment des enseignements secrets et des symboles profonds, provenant directement du philosophe inconnu, qui n'a attribué aux disciples formant sa société intime qu'un seul et unique degré, celui de supérieur inconnu. Quant aux enseignements des second et troisième grades, ils apparaissent comme ayant été ajoutés par Papus de sa propre autorité. Il est évident que le seul fait d'avoir reçu l'initiation martiniste au premier degré relie l'associé martiniste à Louis-Claude de Saint-Martin par une filiation initiatique directe et invisible. Bel hommage, objectif et tout à fait réel. Et je ne saurais trop vous encourager de vous intéresser au courant martiniste et à lire les nombreux écrits de Papus qui vous expliquent un petit peu plus de choses dans ce domaine. Alors il serait imprudent aussi de voir en Papus un simple vulgarisateur ou un stakhanoviste de l'occultisme. Plus discret que Maître Philippe de Lyon, il a pourtant à son actif, beaucoup l'ont oublié, quelques guérisons miraculeuses, confirmées d'ailleurs par plusieurs témoignages hagiographiques. Sa conception de la maladie aussi a été grandement influencée par les informations qu'il a obtenues de Maître Philippe de Lyon. Regardez ce qu'il disait par exemple au sujet des maladies. Le corps astral qui nous entoure est formé de molécules saines et malsaines. Lorsque nous commettons une mauvaise action, elles deviennent malsaines. Ces molécules vont dans notre astral se réunir à un flocon déjà existant de molécules de mêmes actions. Donc, ça peut sembler anachronique, effectivement, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez novateur. Et aujourd'hui, quand on travaille sur l'énergétique, évidemment, c'est une évidence. Mais voyez que si ici, déjà à l'époque, il y avait une évidence, eh bien, peut-être faudrait-il s'intéresser davantage à tout ce qu'il a pu développer. Alors, il y a aussi un point qui pourrait laisser penser que tout ça est un petit peu trop mélangé. Vous voyez, l'ordre de la théosophie, il y a la théosophie, il y a l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, il y a le martinisme, il y a la résurgence, effectivement, enfin l'église gnostique de Jean Douanel. Bon, est-ce que tout ça, c'est pas n'importe quoi? Eh bien, permettez-moi de vous dire le contraire. Si vous imaginez une lumière et un prisme, le prisme va décomposer cette lumière en, comme vous le savez, 7 couleurs. Chaque couleur n'est pas la lumière, mais est une de ses vibrations, une de ses émanations. Eh bien, tous ces courants initiatiques sont très très intéressants. Et je vous invite à les visiter, ou tout au moins à les parcourir. Parce qu'ils vont tous dans la même direction, c'est extrêmement intéressant. Mais ils ne s'opposent pas les uns les autres, ça c'est très important aussi. Ils ne sont absolument pas antinomiques. Il n'y a pas de choses qui ne soient pas intéressantes. Seulement, c'est une question de gradation, c'est une question de degré. Non pas, je dirais, rituel, mais de gradation, j'allais dire, de vibration justement, dans l'astral. Et puis quand on parle également, ça c'est un point très important, de magie, puisque dans certaines sociétés initiatiques, il y a de la magie, ça n'est pas du tout de la magie noire. Hein. Ne mélangez pas les choses, ça n'a strictement rien à voir. Je vous rappelle que Maître Philippe de Lyon, qui était adoubé par le Christ, a donné son blanc-seing à Papus. Donc il ne l'aurait certainement pas donné à quelqu'un qui aurait été effectivement tordu ou qui aurait eu des visées différentes. Mais ici, il me faut juste faire quelque chose de rapide. C'est, parce que beaucoup l'ignorent, la différence entre un sorcier et un mage. Le sorcier invoque des forces naturelles
qu'il essaye de capturer ou de concilier, mais pour son bénéfice personnel, pour être plus fort, pour être plus riche, pour avoir plus de femmes, enfin, que sais-je. Tandis que le mage, lui, travaille avec les mêmes forces, mais pour la collectivité, pour l'amélioration de l'humanité, pour l'amélioration de la conscience. En fait, c'est un serviteur ici-bas du Très-Haut. C'est une sorte de personnage intermédiaire entre un ange incarné. C'est donc un intermédiaire, un médium, mais il utilise les mêmes forces que le sorcier, mais pour la collectivité. Et du reste, à cette époque-là, enfin ça je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, mais ce que nous vivons à l'heure actuelle, vous savez, où comme disait William Shakespeare, l'enfer est vide parce que tous les démons sont ici, eh bien il le savait à l'époque. Et tous ces mouvements préparatoires, c'était pour combattre des forces négatives. Et ça, je vous en parlerai notamment avec Stanislas de Gaïta et son ordre initiatique si ça vous intéresse, parce qu'il a monté des armées en fait. Monter des armées en préparant ce qui allait advenir, visiblement, ce que nous vivons. Donc vous comprenez l'importance aussi qu'il y a, pour moi, à transmettre certaines choses, à vous passer de l'information pour vous permettre d'être éclairé et pourquoi pas de rejoindre les rangs de ces armées, même si vous le faites déjà. C'est mieux de savoir un petit peu les racines. Alors je terminerai cette vidéo en vous donnant quelques œuvres de Papus qui sont très intéressantes. En 1888, il y a le traité élémentaire des sciences occultes. Je ne saurais trop vous recommander sa lecture. Ça va vous permettre de voir un petit peu clair sur les différents tenants et les aboutissants, mettre un petit peu, vous voyez, des petites cases. Ça, c'est très bien. Vous avez le Tarot des Bohémiens qui sort en 1889. Alors, que j'ai lu quand j'étais jeune et beau, il y a quelques années de ça, mais qui possède un système très très intéressant ici, notamment sur la structure des arcanes mineurs, qui viennent des Bohémiens, donc des gypsies, des Égyptiens, et c'est une structure qui dérive également d'une approche pythagoricienne, enfin je ne peux pas vous en dire trop. Lisez-le, c'est franchement bluffant, c'est même beaucoup plus intelligent que certaines réflexions que j'ai pu avoir. Donc en toute humilité, je préfère vous le dire. Vous avez justement en 1892 la science des mages qui fait la différence notamment entre le sorcier et le mage et puis qui vous apprend comment travaille le mage. Vous avez ensuite le traité élémentaire de magie pratique en 1893, pour ceux que ça intéresse. Alors quand je dis magie pratique, entendez bien, rappelez-vous ce que j'ai dit. Vous avez ensuite la Kabbale, tradition secrète de l'Occident en 1900. Et puis vous avez une œuvre qui est parue, une œuvre posthume, comme on dit, après la mort de Papus en 1916, qui est intitulée « Ce que deviennent nos morts ». Ouvrage très intéressant, mais peut-être un petit peu anachronique, puisque rappelez-vous que c'était l'époque également d'Allan Kardec, Henri-Louis Rivail, pour ceux qui connaissent. Et puis, on faisait du spiritisme, on s'intéressait à ça, mais comme il s'intéressait à la magie cérémonielle ou énochéenne, eh bien, Papus, à la fin de sa vie, était interrogatif, investiguait, en fait, sur justement la vie après la mort, donc c'est très très intéressant à lire, à recouper avec d'autres textes également. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur ce personnage qui est évidemment très très central. Ne commettez pas l'erreur de penser qu'il collectionnait les initiations comme d'autres collectionnent, je sais pas, les chaussures ou autres. Tout ça avait du sens. C'était différents degrés, différentes façons de transmettre les connaissances, transmettre le savoir en fonction de différentes personnes. Parce que tout ça, si vous voulez, c'est comme un bac de décantation. Voilà les amis, ce que je peux vous dire en quelques mots sur Papus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher évidemment des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Si éventuellement vous avez quelques questions, alors attention, je ne suis pas spécialiste papusien, mais j'essaierai effectivement de vous répondre. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez évidemment pas à me le dire en commentaire pour que je poursuive l'aventure. Alors nous ne passerons pas en revue toutes les grandes figures, mais j'essaierai au moins de mettre en avant les grands personnages, à mon sens, et puis les grands courants. Voilà les amis, merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.